modeste. Je pensais pas qu'on avait logement aidé. J'ai vu que une voiture. Là, aujourd'hui, il y a la fouille de conscience, monsieur Bas? Oui. Non, c'était à la Nice, alors c'était la photo. Oui. Ouais, c'est à la Nice. Moi, je ne sais pas trop si c'était sa voiture. C'était à la Nice. Nicolas, il a donné. Il n'y a que Sacha qui est excusé en plus. Bien. Bon, ben, nous allons commencer la séance. Donc, le déclaré au conseil municipal de ce jeudi 27 octobre 2022. Donc, on peut rendre compte, puisque vient tout le monde autour de la table, donc tout le monde est là. Alors, ben, je vais demander un secrétaire ou une secrétaire. Donc, notre secrétaire est là, c'est Joseph. Alors, on a reçu en mairie des pouvoirs, donc le pouvoir de Nicolas Coste pour Béatrice Pereira, le pouvoir de François Joanneau pour Dominique Morel, de Roger Bazier pour Chantal Subra, et nous avons les excuses de Monsieur Perlade. Je dois signer. Alors, avant de passer à l'examen des délibérations, je vais procéder à l'adoption du procès-verbal du dernier conseil municipal que vous avez tous reçu par mail. Est-ce qu'il y a des remarques particulières sur ce PV? Donc, oui. Une fois de plus, Madame le maire, ça ne relève pas ce qu'on a dit, enfin ce que moi j'ai dit tout au moins, sur la délibération de la galerie. Monsieur Villa demande si ce projet est réellement nécessaire et si c'est une priorité pour ça. Ok. Bon, je préférais que ce soit des logements. Le projet est une bonne idée. Je ne pense pas que je dis ça du tout. Je trouve que c'est une mauvaise idée. J'étais encore adjoint, que je l'avais dit. Donc, je confirme et je change. Bon, il n'est pas prioritaire actuellement, oui. Il ne sera utilisé que par 10% de la population. Ça non plus, je ne l'ai pas dit, dans la mesure où on ne sait pas combien demande l'association, et à peu près, j'étais encore adjoint, où je demandais les taux d'occupation possibles, des trucs comme ça. Donc, ce PV, une fois de plus, ben, il n'est pas tout à fait conforme. Enfin, il n'est pas conforme. Donc, moi, c'est ce que je vois, et je crois que j'avais vu autre chose. Sur les emprunts, vous nous aviez fourni des explications aussi qu'on ne retrouve pas, notamment c'est Madame, c'est Laure qui était intervenue d'ailleurs, en nous disant qu'elle avait fourni une feuille avec les différents emprunts de la commune. Voilà. État de l'endettement annuel. Donc, bon, moi je ne suis pas un grand financier, c'est sûr. Il y avait un capital de départ de 671 830. Moi, j'aimerais bien que ce document soit annexé au procès-verbal pour mettre au courant, enfin, que les Salésiens le comprennent, parce que je reçois pas mal de coups de fil, je rencontre pas mal de gens qui ne comprennent pas ce million d'euros qui va voilà. C'est M. Villard qui reçoit les. Ouais. C'est M. Villard qui reçoit les coups de fil. J'ai des gens qui m'appellent, madame. Je suis conseiller municipal, il n'y a aucune raison qu'on ne m'appelle pas. Est-ce qu'il y a d'autres conseillers municipaux qui reçouvent des coups de fil concernant. Non. Ah, ben bien sûr, oui. Ben, peut-être c'est la qualité. Non, c'est autre chose. Comment? Vous voulez répéter? Madame le maire. Comment, M. Villard? Monsieur. J'ai dit peut-être c'est la qualité des gens, ils préfèrent me parler que parler, je ne sais pas, d'autres gens ne reçoivent pas, c'est tout. Bon, c'est noté. Madame le maire, moi je pense qu'il y a quand même. Vous avez posé une question, j'ai répondu en disant que si on recevait des coups de fil, j'ai reçu des coups de fil, j'ai vu une personne tout
tout à l'heure, physiquement, qui m'a posé des questions sur le dos emprunt, on va encore nous taxer de menteurs. Moi, je ne suis pas un menteur. Vous posez une question. Vous savez ce que vous dites à ces gens-là? Mais qui viennent en mairie, nous en parler, on va leur Et expliquer. on les invite, et je crois que M. Morel va avoir rendez-vous avec une de mes voisines. C'est bien ça? Vous ne savez pas leur expliquer, vous. Donc, qui Ah oui, viennent vous voir doutez de, non, mais vous leur doutez de mes capacités à expliquer. expliquer? Non mais, Madame Le Maire, je suis un homme de respect. Faites attention quand même, si vous permettez. Je crois que vous ne savez pas comment fonctionne le budget d'une commune. Ah bah oui, je suis élu que de 2008. D'accord. Je crois Non, que non, vous mais ne non, mais savez c'est pas pas comment d'accord. fonctionne. Comment voulez-vous faire des travaux si vous ne faites pas d'emprunt? Comment voulez-vous faire tous les travaux qu'il y a à faire Il y dans avait une 900 commune 000 euros. si vous ne faites pas d'emprunt? Ben vous faites rien. Non, il y avait 900 000 euros de trésor de guerre il y a 2 ans. Vous faites absolument rien. Ah, où sont les 900 000 euros? Moi, je voudrais Oui. dire quelque chose. Il me semble que M. Ramos, il y a quelques mois, nous disait qu'il faudrait peut-être emprunter parce qu'il est au combat. Ça, c'est la première. Et quant à M. Villal, il me semble qu'il fait partie de la commission finance, donc il est bien placé pour connaître les finances de la commune. Justement, Il n'y en a pas de commission finance. est-ce que la commission des finances est réunie pour ces deux emprunts? Je pense Non, pas. justement. Et d'autre part, je ne fais Ah, plus si. partie de la Il y a commission des eu finances. au cours des, Ah non, je suis pas la des commission commissions des finances, il a Alors, été question des Ma personne emprunts. a mis là-dedans, je suis pas. Oui, monsieur Villat, au cours des commissions finances, il a été question des emprunts. Tout à fait. Voilà. Ok, Mais oui. il y a Mais la commission finance, est-ce que vous y venez, monsieur Villat? Mais je ne suis pas membre de la commission des finances, madame le maire. Ah C'est ben pas si. parce que... Vous êtes toujours membre de la Non, mais commission ça, des c'est finances. ça, c'est votre interprétation, madame le maire. Mais Et ça n'a rien à les voir. commissions n'ont pas J'étais été changées. J'étais responsable de la commission des finances réunie une fois. Vous m'avez dégagé de... Mais pas des commissions. Mais j'ai... Pas des commissions. Pas des ça, commissions, ça, c'est monsieur. votre interprétation. Moi, je crois que les commissions, il y a toujours Pas un des vote pour commissions. les gens qui y sont. Je pense qu'il y a un vote, ou alors je comprends mal, je vais me renseigner. Ben, vous n'avez pas démissionné de la commission finance. Mais j'ai démissionné de rien du tout. Eh ben, justement. On m'a décidé. Justement. Mais non, mais vous m'avez changé de fonction, je n'ai pas à y être. Ça, c'est Ben, votre vous interprétation. êtes toujours dans la Comme commission finance. Ben, moi, c'est vous qui le dites. Moi, je ne suis pas. Sinon, je me serais excusé de ne pas pouvoir venir. Oui. Et comme je m'excuse Mais quand vous je ne suis l'avez pas fait, je crois, comme je m'excuse quand je n'y ai pas un conseil. Ouais. Pour raison professionnelle. Voilà. Je peux, 2 commentaires, je vais répondre à M. Ramos. Oui. Effectivement, j'ai une de vos voisines qui m'a envoyé un mail. Je l'ai reçu vendredi dernier, à 17h30, je sais. Et on a échangé sur, effectivement, nos projets, comment on les voyait, pourquoi les emprunts, voilà. Et l'échange était très courtois et très instructif. Pour répondre à M. Villat, j'ai fait une commission élargie, donc on dit tout le conseil était invité pour parler De ces emprunts. pour parler du centre-bourg, à la revitalisation, et vous n'étiez pas présent, ni M. Même pas Ramos, vu. ni Mme Joie. Ni Madame Joël, Ce qui est franchement dommage, parce que Ni madame Ni madame, Dussault, Dussault. vous Non, n'êtes mais pas vous venu à avez cette changé. commission. Attendez, je me suis excusée, moi. Oui, non, d'accord, mais vous n'étiez pas là. Oui, mais Monsieur alors, Morel, Parce que je ne pouvais pas venir, c'est un mercredi, Non, moi le mais, mercredi je travaille. oui, On oui. peut avoir ses raisons, on n'a pas de souci, mais Monsieur Morel, on a eu un échange de mails réciproques. oui, Je vous ai dit je ne viendrai pas et je vous ai dit pourquoi je ne viens pas. non, je suis d'accord. Mais... On n'est pas d'accord. Moi, je ne vais pas Donc, venir je vais pas- réunir. Non, mais on conclue. parlait justement de beaucoup de choses. J'arrête ça. Il y a monsieur Tiquette qui voulait. Ah non, oui, ça concerne aussi le PV sur l'éolien. Oui, donc, donc merci de me donner la parole. Donc je n'étais pas présent au dernier conseil municipal, donc je n'ai pas pu m'exprimer sur le fait que j'avais donné pouvoir à Roger Bazier, et donc je le remercie d'avoir respecté mon vote, c'est-à-dire pour l'implantation d'éoliennes en Aunis, et contre la majorité, puisque j'ai vu que tout le monde avait voté contre. Donc je souhaite apporter un éclaircissement sur cette position, de façon très ponctuelle. Quels sont les chiffres? Et tous les chiffres que je vais vous donner sont des chiffres vérifiables. Donc la consommation d'énergie en France est de 500 milliards de kWh. Je donnerai ce compte-rendu-là, donc ce n'est pas la peine de prendre de notes. 70% des besoins sont couverts par 56 réacteurs nucléaires. Il manque donc 30% d'énergie alternative. L'homme a toujours été méfiant vis-à-vis des technologies nouvelles. Et la première éolienne a été installée il y a 30 ans dans l'Aude. Les nouvelles générations sont maintenant 10 fois plus performantes.
En 2022, la France compte plus de 8000 éoliennes, dont 25% ont été installées dans les Hauts-de-France. Il faut 4500 éoliennes pour obtenir l'équivalent d'un réacteur nucléaire. Pour faire face aux besoins nouveaux et être autonome en énergie, le nombre d'éoliennes est estimé à 80 000, soit 10 fois le parc installé. Le premier réflexe, c'est de dire oui, mais ça nuit au paysage et ça fait des bruits. C'est exact. Prenons l'exemple des pylônes électriques. On en compte 100 000 en France, soit 12 fois plus que d'éoliennes. La hauteur d'un pylône varie entre 30 et 55 mètres et le bourdonnement émis en continu est de 40 à 55 décibels. Donc on n'y fait plus attention puisqu'on y est habitué depuis 70 ans, les premiers étant construits en 1950. À titre de comparaison, au pied d'une éolienne, le niveau sonore s'élève à 55 décibels, donc même niveau. À 500 mètres, il atteint 35 décibels, soit le bruit d'une conversation à voix basse. Pendant 2000 heures par an, donc 4 fois moins que pour des pylônes électriques, puisque c'est le nombre d'heures où il y a du vent en France. Et c'est le niveau recommandé par la législation française, 35 décibels. Donc tout est respecté. Autre exemple, en 2022, la France compte 46 millions de véhicules thermiques qui émettent chacun plus de 80 décibels. Le seuil de tolérance est 85 décibels, c'est à peu près le niveau sonore qu'on observe dans une cantine scolaire. En prenant sa voiture, j'ai terminé. En prenant sa voiture, chacun d'entre nous n'hésite pas à faire 2 fois plus de bruit qu'une éolienne, à émettre des gaz à effet de serre qui contribuent au décès prématuré de 100 000 personnes chaque année. On n'y fait plus attention puisque tout le monde y est habitué depuis 130 ans, les premières voitures ayant eu lieu en 1890. Je vous remercie. Merci Eric. Oui, Anne-Laure voudrait, Oui, je veux voudrait continuer la conversation. Je veux bien intervenir sur ce sujet. Je suis alignée avec toi, Eric. Moi, je suis pour l'éolien globalement. Je pense qu'il y a une question de territoire. Et quand on regarde l'implantation sur le département, voire sur la région, on s'aperçoit que le nord du département a quand même bien fait sa part et qu'il y a peut-être d'autres territoires qui doivent aussi faire leur part avant nous. Et je pense que c'est ce que le préfet, enfin là il y a une carte, je ne sais pas si les communes ont eu cette carte. Non, récemment? Oui. Non, je crois pas. Donc c'est peut-être quelque chose qui va redescendre prochainement, je n'ai pas l'information, mais une carte au niveau régional d'une préconisation d'implantation justement de ces éoliennes terrestres sur l'ensemble de la région. Et là on voit bien effectivement voilà, ce qui est déjà fait et que nous on a déjà un peu œuvré sur le sujet. Donc, je pense que c'est à prendre en compte. 400 parcs éoliens, 459 parcs éoliens dans les Hauts-de-Saône, 100 et quelques dans la Nouvelle-Aquitaine, qui est une région 2 fois plus grande que les Hauts-de-France. Donc je n'ai plus rien à dire, il y a 8 fois la densité dans le Nord, c'est-à-dire que dans le Nord on accepte les éoliennes, et dans le Sud c'est fait pour les gens du Nord. Voilà, donc je n'accepte aucun commentaire. Chacun fait ce qu'il veut. Non, mais non, mais c'est pas des commentaires. Non, mais ce que je veux dire, Eric, c'est... J'ai compris, c'est un problème de densité, j'ai information. compris. Non, mais c'est un sujet, effectivement, qui est très d'actualité. On a oublié qu'on était en guerre, on a été privé de gaz et d'électricité. Madame le maire, je peux intervenir quand même pour répondre à M. Tiquet. J'apprécie beaucoup les chiffres. Sauf que dans l'implantation des éoliennes, on ne parle pas des chiffres du nombre de tonnes de béton qu'il faut pour fixer des éoliennes. Et ensuite, lorsque les éoliennes, 20 ans après, elles sont hors d'usage, qu'est-ce qu'on en fait? Et qu'est-ce que fait le propriétaire du terrain avec ces éoliennes qui sont hors d'état d'usage et qui vont polluer complètement? Je ne parle pas d'âme, j'enlève pas le côté électricité, j'enlève tout ce qui... Je parle de tout ce que ça génère. Mais c'est oui, clair mais que c'est obligé que ça génère... Comme les autres. Comme toutes les énergies. Comme toutes les énergies, il y a toujours des bons côtés et des mauvais côtés. Donc ça, j'ai pas fait, je suis pas passée au vote du PV. Donc vote contre, 2, abstention, 2. Merci. Donc je vais vous donner maintenant la lecture des décisions prises au titre des délégations du conseil municipal au maire. Fourniture de matériaux pour l'atelier par la société DBMA pour un montant de 402,12 €. Fourniture de matériaux pour la signalisation routière par la société Signal
pour un montant de 775,20 €. Remplacement d'une horloge d'éclairage public à gros lot par le SDER 17 pour un montant de 180,47 €. Mission de maîtrise d'œuvre pour la galerie avec la société LIM Architecture pour un montant de 56 328 € TTC. Remplacement d'un mât d'éclairage public Grande Rue de Groslo par le SDER 17 pour un montant de 1 297,88 €. Remplacement d'un luminaire d'éclairage public dans le parc par le SDER 17 pour un montant de 809,10 €. Fourniture de panneaux pour la signalisation routière par le syndicat de la voirie 17 pour un montant de 370,42 €. Fourniture et livraison de 2 bungalows pour les terrains de sport par la société Box Innov pour un montant de 31 827,60 €. Annule et remplace le précédent devis d'un montant de 31 201,20 €. Agrandissement du parking de l'école maternelle par la société Atlan-Route pour un montant de 41 394,84 €. Avenant à la convention de restauration pour le portage des repas du centre de loisirs par la société Convivio pour un tarif de repas adulte à 4 300 €. C'est 4,30 € le repas. Oui, il y avait 4,33 €, c'est précis. Hein. Alors 4,30 € repas enfants élémentaires. Les repas, alors pour les enfants de l'école élémentaire, c'est 3,54 € là aussi, et en maternelle, 3,29 €. Vérification, pose et dépose des illuminations de Noël par la société Somelec pour un montant de 5 047,54 €. Impression de 1300 bulletins municipaux par la société Imprimerie Rochelaise pour un montant de 1464,10 €. Travaux sur le logement 5 rue du Roulet par la société Toiture CP pour un montant de 464,20 €. Finalisation de la pose de l'enseigne de l'atelier par la société Panneau pour un montant de 96 €. Réalisation d'une mission de coordination SPS pour la galerie par la société Alpes Contrôle pour un montant de 4 008 €. Réalisation d'une mission de contrôle technique pour la galerie par la société Alpes Contrôle, il y en a deux, Oui, il y a deux missions différentes. Pour un montant de 5 376 €. Hydrocurage des réseaux au Champ d'Inard par la société Oriade Poitou-Charentes pour un montant de 1 668 €. Travaux d'effaçage de la signalisation horizontale par le syndicat de la voirie 17 pour un montant de 842,78 €. Travaux campanaires par la société Lusso pour un montant de 1013,34 €. Création de 2 verrières en vitrail et fourniture de 2 raquettes de protection et de 2 rogingos pour l'église par la société Atelier de vitrail Saint-Joseph pour un montant de 16 910,35 €. Restauration des sols intérieurs et reprise des colonnes en pierre de l'église par les Compagnons Réunis pour un montant de 27 460,80 €. Acquisition de 2 barnums auprès de la société France Barnum pour un montant de 606,50 €. Prestations, spectacles, animations et gardiennage pour le marché de Noël par la société Artisène pour un montant de 4 686,27 €. Location d'une yourte pour le marché de Noël par la société Lafresnay pour un montant de 636,80 €. Animation comptée pour le marché de Noël par la société Yolène Maché pour un montant de 400 €. Location de barnum pliant pour le marché de Noël par la société Gilou Toff pour un montant de 2 255 €. Fourniture de matériaux pour la signalisation routière par la société Signal pour un montant de 1 006,46 €. Fourniture de sapins pour le marché de Noël par la société Gouin Sapin pour un montant de 387,75 €.
Fourniture de matériaux pour la signalisation routière par la société Proliance pour un montant de 449,71 €. Acquisition d'un souffleur sur batterie pour les services techniques auprès de la société MMI Motoculture pour un montant de 2 469,60 €. Voilà. Donc nous allons passer aux délibérations. Alors la première délibération concerne l'attribution de chèques cadeaux aux agents. Donc vous savez que tous les ans, nous faisions jusqu'à maintenant un colis cadeau, un colis de fourniture, ça c'était de l'alimentation, hein, à chaque agent, un panier garni, voilà, à chaque agent. Et il y avait aussi un repas organisé avec les agents et le conseil municipal. Donc, on en a parlé entre nous, on a pensé que ça serait mieux dans le contexte actuel de leur donner plutôt un chèque cadeau de 50 € parce que alors on avait mis 30 et puis on avait un petit peu occulté le repas qu'on organisait chaque année mais que depuis 2 ans on n'avait pas fait à cause du Covid. Et c'est vrai que ce repas coûtait à peu près en moyenne entre 18 et 20 €. Et en plus, ils avaient le paquet, le filet garni, là, de à peu près 28 €. Donc, ça fait à peu près 50 € effectivement. Donc, on va prévoir de leur donner un chèque cadeau de 50 € et ils achèteront ce qu'ils veulent. Voilà. Parce que c'est... Actuellement, c'est peut-être plus un chèque cadeau qui fait plaisir plutôt qu'un panier garni. Donc, est-ce que vous avez des questions concernant cette attribution de chèque? Oui, monsieur. Ce chèque cadeau, est-ce qu'il sera imposable avec des charges pour le personnel? Non, c'est un chèque cadeau. Ah ben, Non. est-ce que le chèque cadeau sera imposable pour les personnes qui vont recevoir? Non. C'est un chèque cadeau, là, enfin les chèques qu'on prend dans les magasins et après ils vont dans le magasin où ils veulent. Non, ça ne fera pas partie de leur feuille de paye, ça ne sera pas comme était le repas et comme était le... Donc je passe au vote. Contre, abstention, donc à l'unanimité. On donnera un chèque cadeau de 50 €. La deuxième délibération concerne la déconnexion des eaux pluviales du parking de la maternelle. Donc c'est une demande de subvention que nous faisons à l'agence de l'eau Loire-Bretagne. Alors je vais laisser Dominique Morel vous parler de ce projet, enfin de ces travaux. Ça y est, les travaux sont en cours, vous avez dû le remarquer. Peut-être pas, mais bon. Merci. Petit rappel, donc nous avons acheté un terrain à Monsieur Biret d'une surface de 375 m² pour un coût de 55 000 €, ce qui nous ramène à 147 € le mètre carré du terrain constructible, plutôt un prix intéressant. Il faut rajouter le bornage et les notaires, on arrive à 58 230 pour l'acquisition du terrain. Les travaux, 41 300. On a une subvention voirie du département qui est validée à 12 500. Et en modifiant un petit peu le projet, au début le projet était un peu simple, c'était juste faire du bitume pour faire un parking. Et on s'est aperçu qu'on pouvait avoir d'autres avantages avec une infiltration sous ce parking. Globalement, les travaux de chaussée rue du Centre, ils étaient bloqués depuis 12 ans. Parce qu'il y a un problème d'eau pluviale qui sature en bas. Donc depuis 1 an et demi, 2 ans, depuis qu'on a relancé ces travaux-là, on cherche une solution. Et la solution, c'est déconnecter tout ce qui peut être déconnecté sur ce réseau. Le parking est la première étape. D'autres étapes vont suivre dans les points hauts, côté Bouillonne et côté de Plaisance. Donc là, pour déconnecter, on touche une subvention qui est égale à 16,50 € le mètre carré déconnecté. En l'occurrence, là, il y a 800 m², donc 800 x 16,50 €, ça nous donne 13 200 de subvention. Ça, c'est l'agence de l'eau. De l'eau qui nous... Le dossier est parti, le dossier a été monté par la CDA pluviale,
donc ils nous garantissent quasiment une réussite sur la réponse, ce qui nous ferait un total de 25 700 de subventions, à déduire des 41 000 des travaux, ce qui nous ferait un parking intéressant de 12 places, à 16 000 € pour la commune, en plus de l'achat du terrain, bien sûr. Ce parking, c'est un projet à tiroir. Donc, d'une part, augmenter de 45% la surface, le nombre de places sur le parking. L'absorption, donc les infiltrations, ça c'est le deuxième tiroir. Et le troisième tiroir, c'est la sécurité. C'est qu'éviter qu'on retrouve des voitures garées le long de la rue Bouteville, comme on nous l'a reproché à un petit moment. Donc j'avais compté 5-6 voitures. Rue de la Borderie. Rue de la Borderie. Rue de la Borderie, pardon. J'avais compté 5-6 voitures qui étaient mal garées sur le côté. Le fait de rajouter 12 places, normalement, on n'acceptera plus aucune Là, ça voiture sera mal garée. stationnement interdit à partir du moment où le parking va être opérationnel. Tout à fait. Donc, total, 74 500 pour le parking, l'achat, les travaux. Voilà. Si vous avez des questions. Oui. Est-ce qu'il est prévu une borne électrique pour les futurs véhicules électriques, par exemple, de la commune, peut-être plus tard? Non, ça, vous savez que c'est un coût Oui, énorme. non, mais j'en doute pas. C'est un coût énorme. Donc, on va attendre. On va attendre comme vous en propose peut-être. C'est vrai que... Après, je ne sais pas du tout le nombre de voitures électriques qu'il peut y avoir sur Salles-sur-Mer. En tant que résident à Salles-sur-Mer, je ne sais pas. Je ne parle pas des voitures de Salles-sur-Mer, je parle éventuellement si la commune, dans quelques années, ah ben oui, les bus ont changé pour je pense que les bornes électriques deviendront là aussi pratiquement une obligation. Pour le moment, c'est vrai que c'est encore... Oui, voilà. Non, mais au cas où... Oui. Ok, Oui, merci. pourquoi pas sur des parkings comme ça d'en installer, ça c'est certain, ça sera certainement peut-être un endroit ou dans le parc ou un passage. Okay. Donc je vais passer au vote. Alors vote contre, abstention. La délibération numéro 3 concerne l'adhésion à la mission de médiation préalable obligatoire proposée par le Centre de gestion de la Charente-Maritime. Alors ça concerne effectivement les employés de la commune qui auraient un litige par exemple avec la commune. Et donc il y a la possibilité d'avoir une médiation. Alors cette médiation... elle est payante s'il y a médiation, bien sûr. Donc on adhère à cette mission de la médiation, mais pour le moment on ne paye absolument rien, c'est gratuit. Et s'il y a une médiation, c'est 7,70 € de l'heure, je crois, si je me rappelle bien. À la charge de la commune ou à la charge du... À la charge de la commune, bien sûr. Mais c'est moins cher que de payer un avocat ou quoi. Donc s'il y a la médiation avant, et puis c'est toujours mieux d'avoir une médiation entre l'employé et l'employeur avant de passer à un degré supérieur. Donc en adhérant à cette médiation, c'est bien pour les employés aussi et pour la commune aussi, puisqu'on sait qu'il y aura la possibilité, si éventuellement il y a un litige, de pouvoir passer par cette médiation. Est-ce que vous avez d'autres points qui... Vous avez lu, vous avez eu la convention. Donc je vais passer au vote. Vote contre, abstention, adopté. La délibération numéro 4 concerne l'affiliation du syndicat mixte pour l'aménagement des digues de la Gironde au centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Charente-Maritime. C'est bien un grand truc, ça. Le syndicat mixte pour l'aménagement des digues de la Gironde a sollicité son affiliation volontaire au centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Charente-Maritime. Et conformément au Code général de la fonction publique et au décret numéro 85-643 du 26 juin 85, la consultation des collectivités et établissements publics
affilié au CDG 17 est nécessaire préalablement à l'acceptation de cette demande d'affiliation au 1er janvier 2023. Ça veut dire que s'il y a un membre du syndicat, c'est ça si j'ai bien compris, s'il y a un membre du syndicat qui démissionne ou qui doit être remplacé, ça doit obligatoirement passer par le vote, par un vote de tous les membres. En gros, ça veut dire ça, hein, qu'on ne peut pas nommer un nouveau membre sans passer par tous les membres du syndicat mixte. Donc on nous demande de délibérer pour donner un avis. Donc on vote pour l'avis favorable en principe. Donc est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc je passe au vote. Vote contre. Abstention. Voilà. La délibération numéro 5 concerne la dénomination des noms de rues de 2 nouveaux lotissements. Alors je voudrais tout de suite faire mon mea culpa parce que je me suis trompée dans le nom d'un résistant. Alors il était résistant aussi, Albert Morillon, mais on va dire que tant mieux pour lui, il est rentré des camps de concentration. Et celui qui n'est pas rentré et qui avait été arrêté en même temps que lui, le même jour, et ils étaient tous les deux au camp de Mauthausen, c'est Alexandre Boutet. Oui. Et Alexandre Boutet n'est pas revenu du camp, alors qu'Albert Morillon est revenu. Alors, comme on avait déjà donné, on a déjà donné le nom de Micheline Poitvin à une rue de Salles-sur-Mer, j'ai pensé et j'ai demandé si autour de moi, aux adjoints, s'ils étaient d'accord pour qu'on continue. Il y a 3 résistants qui sont morts ou en déportation, ou Oscar Martin, c'est un petit peu particulier, mais bon, ils sont morts tous les 3. Et donc on donne, on a 2 noms de rues à donner dans 2 nouveaux lotissements. Donc Oscar Martin sera donné à la rue du lotissement en face de l'école, là, de la vallée des Sauniers. Je ne vous dirai pas pourquoi le promoteur a appelé la vallée des Sauniers. Ça, c'est son choix. Et l'autre, c'est le jardin de la Rosière dans la rue de la Platière. Alors, je vais quand même... je vais vous dire... L'autre nom, c'est Alexandre Boutet. Alexandre Boutet. Je vais quand même vous donner lecture... Enfin, je vais vous dire qui sont ces 2 personnes. Alors, Oscar Martin est né le 1er juillet 1905 à Salles-sur-Mer. Militant communiste, il crée les premiers groupes OS, Organisation spéciale de sabotage, à La Rochelle. 2 dans la ville de La Rochelle, bien sûr, et 1 à Salles-sur-Mer, chargé d'opérer dans les secteurs de Châtelaillon, Angoulins et Fouras. Il diffuse la presse clandestine, en particulier le petit journal France d'abord, dont la reproduction est assurée par le groupe de Salles. Le groupe de Salles, c'était Alexandre Boutet et Albert Morillon qui étaient chargés de distribuer ce petit journal. Grâce à la Renéo sauvée par André Sautel, il récupère un stock d'armes à la Jarne qu'il cache dans son atelier aux 16 rue de Bouteville. Il organise le déraillement d'un train de torpilles en provenance de Rochefort. Il participe ensuite avec Armand Bouffeny à la formation des FTPF, ce sont les francs-tireurs et partisans français. Nommé responsable des opérations, il fait partie du premier état-major. Dénoncé, il doit disparaître. Il est alors chargé de mission dans les Landes. Faire sauter le train spécial d'Hitler qui, selon des informations reçues, doit traverser les Landes afin que le Führer rencontre une nouvelle fois Franco. Reconnu en garde sainte, il échappe de peu à l'arrestation, mais un télégramme portant avis de recherche est envoyé à tous les services de police par le préfet de la Charente-Maritime, le 5 août 1942. Prière, rechercher très activement Martin Oscar, né le 1er juillet 1905 à Salles-sur-Mer. Signalement, 1,79 m, visage ovale, rasé, cicatrice au coude droit. Passé en zone libre, pourrait être muni de faux papiers. À sa descente du train à Mont-de-Marsan, il est intercepté par la police allemande lors d'un contrôle de papier et conduit à la fête gendarmerie où il tire sur son accompagnateur. Il réussit à s'enfuir
et tente de franchir la ligne de démarcation toute proche. Il se cache plusieurs jours dans un champ de maïs, mais les autorités allemandes et françaises sont en état d'alerte. Dénoncé une seconde fois, réfugié dans une école, il est cerné le 4 septembre 1942 et vide son revolver sur ses assaillants. Ne voulant pas être pris vivant, il se réserve la dernière balle. Sa femme est arrêtée et la maison perquisitionnée le 4 février 1943 à la suite d'une opération de grande envergure montée par la Gestapo et la SAP de Bordeaux, avec l'aide des brigades de gendarmerie de Châtelaillon et la Jarrie. Sur le mur de l'école de Puy, à Mont-de-Marsan, où Oscar Martin s'était réfugié avant de se donner la mort, est inscrit « Ici, mourut pour la France, le 4 septembre 1942, sans livrer les secrets de la résistance, Oscar Martin, commandant des FTPF ». Donc ce valeureux combattant, fils de Salles-sur-Mer, mérite bien qu'un nom de rue lui soit donné. Je pense que vous en serez tous d'accord. Et Alexandre Boutet, lui, est né le 20 août 1903 à La Rochelle. Agriculteur à Salles-sur-Mer, il exerçait la profession d'agent des PTT en 1940. Alexandre Boutet fait partie du premier groupe Rochelet rattaché au FTPF créé par Oscar Martin et Armand Bouffeny en décembre 1941. Ce groupe prend le nom de Détachement Liberté. Dans ce groupe, on trouve bien sûr Oscar Martin, Alexandre Boutet et Albert Morillon de Salles-sur-Mer. Les membres sont munis de fausses pièces d'identité. L'intense activité de ces différents groupes concentre sur eux les recherches de la SAP, ainsi que, alors la SAP c'est Section des affaires politiques, ainsi que celle des forces de police françaises et allemandes. L'année 42 sera particulièrement désastreuse pour toutes ces organisations qui perdent la plupart de leurs responsables de la première heure, Oscar Martin entre autres. La chasse aux militants communistes est menée et les arrestations se succèdent à un rythme soutenu jusque dans les premiers mois de 1943. Alexandre Boutet et Albert Morillon, tous deux des PTT, distribuaient dans la région le journal clandestin France d'abord, composé par Oscar Martin. Dénoncés, ils sont tous deux arrêtés le 4 février 1943, le même jour que la perquisition au domicile d'Oscar Martin. Déportés ensemble au camp de Mauthausen par convoi parti de Paris le 23 août 1943. Sur les 43 hommes de ce convoi, seulement 23 rentreront. Albert Morillon, matricule 34 577, est libéré le 5 mai 1945. Alexandre Boutet, matricule 34 500, décède le 2 mai 1944 au camp de Mauthausen. Ce valeureux combattant mérite lui aussi que son nom soit donné à une rue de Salles-sur-Mer. Un hommage leur a déjà été rendu le 6 mai 1973, lorsque Jacques Rau, maire de Salles-sur-Mer, a inauguré lors d'une cérémonie du souvenir une plaque commémorative pour Oscar Martin sur sa maison du 16 rue de Bouteville, ainsi que sur celle d'Alexandre Boutet au 8 rue du Bois des Grèves. Voilà. Je tenais à faire un petit hommage à ces deux résistants de Salles-sur-Mer. Donc, comme je vous l'ai dit, le nom d'Alexandre Boutet sera attribué à la voie du lotissement Quartier de la Rosière et le nom de Oscar Martin sera attribué à la voie du lotissement La Vallée des Sauniers. Donc, je vais passer au vote, à moins que vous ayez des questions. Donc, vote contre, abstention. Donc, merci. Merci à tous. Donc, nous avons terminé les délibérations. Le prochain conseil municipal aura lieu le 8 décembre. Pas le 24 novembre. Non. Pour le 24 novembre. Oui, voilà. Exactement. Voilà. Donc le 24 novembre, ça faisait que 3 semaines entre les deux, là. Donc ça fait un peu court. Et puis il y en aura certainement, il n'y en aura pas le 24 décembre, je ne sais pas, le dernier jeudi, à moins que vous vouliez venir passer Noël ici. On peut. 8 décembre.
Ça, c'est. Je voulais parler. Je voulais vous parler aussi de la nouvelle, du nouveau mode de gestion du restaurant scolaire. Nous avons eu un départ en retraite, c'est Patricia Chéniaud, et nous avons aussi à la cuisine le départ pour 1 an de Valérie Turpot, 2 ans de disponibilité nous a été demandé. Donc nous nous retrouvons à la cuisine sans personne. Donc nous avions déjà entamé une réflexion sur le passage à l'externalisation des repas. Donc là, ça s'avère pratiquement obligatoire, on va dire, étant donné qu'on ne peut pas recruter, qu'on aurait des difficultés à recruter du personnel qualifié pour la cuisine. Donc nous avons fait une étude, nous avions déjà fait une étude sur l'externalisation de ces repas, et c'est vrai que les points positifs étaient quand même, sinon déjà bien conséquents, au moins beaucoup plus faciles pour nous au niveau, on va dire, fonctionnement. Déjà, on aura, donc actuellement, nous avons en lab de l'emploi Patrick Barito, voilà, Patrick Barito, nous l'avions demandé pour 1 année avec le lab de l'emploi. C'est un système particulier où la commune ne paye qu'1 tiers de son salaire. Le département en paye une partie et l'État et la CDA. C'est pas le département, c'est la CDA qui en paye une partie et après l'État. Et donc, il fait très bien son travail, on est très très content de lui. Donc, comme les 2 personnes sont parties, nous allons garder Patrick, qui va lui s'occuper de la cuisine, enfin de réceptionner les repas, de les faire réchauffer, et voilà, ça sera lui qui sera chargé de ça. Il n'y a pas besoin d'être cuisinier professionnel pour faire ce genre de travail. Et puis, donc on gagne ça. Il y aura le même nombre de personnes, bien sûr, en service. Ça sera très facile de le remplacer au cas où il serait absent, ou pendant ses congés, ou s'il est en maladie, parce que forcément, il n'y a pas besoin de professionnels pour faire réchauffer. N'importe quelle personne des employés peut le faire dans la cuisine. Et puis, c'est surtout aussi que le service est toujours assuré. Même s'il y a une grève, le service normalement est assuré, sauf grève effectivement de la structure qui prépare les repas. Hein. Mais autrement, parce que là, quand il y a grève, on est obligé de demander aux parents de fournir un pique-nique aux enfants. Hein. On ne peut pas faire autrement quand il y a eu la grève, la dernière grève, celle d'avant. Le personnel de cuisine était en grève. On était obligé de demander aux parents de fournir un pique-nique. Donc il y a déjà ça aussi. Le prix des repas est à 3,38 €. Actuellement, on fait payer 2,70 € les maternelles et 3,20 € les primaires. Là, c'est pour tout le monde, pour tous les repas pareil, c'est 3,38 €. Le repas actuellement nous revient, on a calculé à peu près à 8,90 €, allez, 9 €. Là, en gagnant un personnel qui revient à peu près à 24 000 € pour l'année à la commune, sur 26 000 repas. Vous voyez, ça fait presque 1 € de gagner sur chaque repas. Donc voilà l'économie en gros qu'on va faire, et surtout aussi en économie de matériel, parce que là on nous demande seulement 2 frigos et 2 fours pour réchauffer. Alors que là, on avait quand même prévu une enveloppe pour changer tout le matériel de la cuisine qui devenait vétuste. Donc il fallait changer et les frigos, et les congélateurs, et les friteuses, et les plaques, en fait tout. Tout était à revoir. Donc ça, voilà. Ce qu'on va aussi gagner. Qu'est-ce que je pourrais vous dire encore? Alors, ce qui va se passer par contre, c'est que actuellement, on fait des très gros efforts, que je pense que les parents ne sont pas tous conscients.
c'est qu'on prend en charge tous les petits problèmes d'alimentation des enfants. Donc là, les portages des repas, ça, ils n'en tiennent pas compte, hein. Tous les repas sont faits pareil. Donc il va falloir que ceux qui sont vraiment, qui ont des allergies vraiment, il faudra que ça soit reconnu par le médecin de l'école, enfin le médecin de l'éducation nationale. Parce qu'actuellement, les parents vont voir le médecin, leur médecin de famille, et puis mon fils, il ne faut pas qu'il mange de laitage, ou ma fille, il ne faut pas qu'elle mange ceci, il ne faut pas qu'elle mange cela. Et à la cantine, c'est le personnel qui enlève par exemple la mozzarella de l'assiette de tomates de l'enfant, ou qui, s'il ne faut pas qu'il mange de légumes, on lui sert une assiette sans légumes ou quoi. Ça, c'est une énorme charge pour le personnel aussi de la cantine, avec tout ce que ça risque de dérapage. Si par exemple un jour on donne du lait ou du fromage à un enfant. Donc normalement, tous ceux qui sont vraiment en PAI, hein, ça veut dire, attendez, je vais dire, plan d'accueil individualisé. C'est comme ça qu'on dit, plan d'accueil individualisé. Donc les enfants sont acceptés à la cantine, mais avec ça, et là, c'est les parents qui fourniront le repas. Voilà. Ou si l'enfant est capable lui-même, mais enfin normalement, quand le PAI est déclaré par l'éducation nationale, par le médecin de l'éducation nationale, c'est où la cantine scolaire est capable de fournir le repas individualisé, ou si elle n'est pas capable, les parents, si la cantine est dans l'incapacité de fournir le repas individualisé, ce sont les parents qui doivent fournir ce repas. Voilà. Ce qu'il y a de particulier, il y en a aussi sans porc, ce jour-là, dans l'assiette, il faut enlever le porc, il faut mettre une tranche de poulet ou d'autres choses. Oui. Donc, et puis, il faut vous dire aussi que tout ça, c'est sans ajout sur le prix de la cantine, hein. Tout ça, c'est gratuit, quoi, hein. C'est gratuit. Alors, par contre, si les parents fournissent le repas, il y a aussi le fait qu'on garde les enfants, qu'on les accepte à la cantine. Ils ont le droit de venir manger leur repas à la cantine. Ils sont aussi, ils profitent aussi de l'intercours, hein, de la pause méridienne, là aussi, on les garde, hein. Et là, s'ils ne fournissent pas les repas, on ne peut pas leur faire payer le repas. Mais on les garde quand même, on va les garder, on va leur permettre d'être dans la cantine pour manger leur repas. Donc il va peut-être falloir demander quand même un petit dédommagement aux parents, hein, même si c'est 1 €, au moins pour payer le personnel, quoi, hein. Surveiller aussi. Voilà, mais ça on en rediscutera sur ces nouveaux tarifs. Pour le moment, on devrait le mettre en place au 1er janvier. On va peut-être faire un essai sur le mois de décembre, si on peut se caler avec si on a les frigos, si on a le temps aussi de former. Alors former, il n'y a pas grand-chose à former le personnel, hein, parce que et les repas normalement sont livrés la veille pour le lendemain. Donc c'est pour ça qu'il faut fournir des frigos adéquates. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ou des suggestions à faire, je ne sais pas, concernant ce nouveau mode de repas à la cantine? C'est des repas qui sont très équilibrés, très étudiés, qui sont, voilà. Je pense qu'on fournissait des bons repas aux enfants, il n'y a pas de problème, tout était fait pour que ce soit bien fait aussi. Mais là disons qu'on a la certitude d'avoir des repas équilibrés, d'avoir des repas bien comment ? De qualité. Alors de qualité aussi, parce qu'il y a du bio, il y a du local, ils sont obligés d'introduire tout ça dans la composition de leur repas. Le contrôle alimentaire est fait sans arrêt. Voilà, il y a certainement une diététicienne qui est là pour nous on en prenait une tous les ans à peu près. On essayait de faire bon, c'est pas. Voilà.
Donc, économie substantielle, moins de, on va dire, moins de risques de dérapage avec tous ces problèmes d'allergie ou quoi. Faut dire, combien on en a d'allergies comme ça, qu'on en traite à la cantine? Entre tous, une trentaine. Oui. C'est incroyable. Hein. Sur 190. Sur 180 enfants qui mangent à la cantine. Il y en a 20, entre 20 et 30 qui ne mangent pas de lait, qu'il ne faut pas de lait, qu'il ne faut pas de légumes, qu'il ne faut pas de viande, qu'il ne faut pas ceci, cela. C'est lourd. C'est très lourd. Oui. Juste une petite question. Certainement qu'il y a des enfants qui sont vraiment allergiques à quelque chose, hein, parce que je ne pense pas qu'il y en ait 30, une vraie allergie, c'est grave. Est-ce que si un enfant déclare une allergie, donc un œdème de Koch, est-ce que le personnel est formé pour intervenir tout de suite, immédiatement? Ça va peut-être concerner 0 enfant, mais ça peut peut-être en concerner. Si jamais les repas sont s'ils s'aperçoivent que l'enfant a des difficultés, ils appellent tout de suite les pompiers. Hein. Oui, voilà, ils sont formés à... Ça fait partie du PAI. Hein. Oui, c'est ça, voilà. Ça fait partie de la formation. Il y a un protocole dans le PAI, le médecin, il y a un protocole à respecter, et donc les gens qui surveillent sont informés de ce qu'ils ont à faire au moment... mais il faut qu'il y ait un PAI accepté par le médecin scolaire. Mais celui qui n'a pas de PAI qui déclare... Quand le PAI est bien fait, hein, parce qu'actuellement on a le cas d'un PAI qui est très mal fait, on ne sait pas ce qu'il faut garder au gamin. Donnez-lui du pain. Le pauvre gamin, il n'arrête pas de manger du pain à longueur de journée. Il faut que les PAI soient très bien faits aussi. Hein. Oui, enfin, je disais une méchanceté, mais qui est une vérité. On sait que les médecins scolaires, c'est comme les médecins du travail. Les PAI, il faut vraiment que les parents aient tout le temps, au forfait, tout ça. Bon, c'était une petite inquiétude comme ça. Et vous n'avez pas peur qu'il y ait plus de déchets? Alors, normalement, les repas sont bien faits en fonction des enfants. Nous, je pense que la plupart du temps, dans les assiettes, il y en a trop. Hein. Là c'est vraiment... Il faudra vraiment qu'ils apprennent à faire... Ils seront dans les plats tant de parts pour tant d'enfants. Il faudra qu'ils apprennent à mettre bien dans chaque assiette la même chose à chacun. Et en principe, c'est bien étudié au gramme, on ne veut pas dire au gramme près, mais vraiment à la portion, quoi. Non, mais comme il y a des gamins qui n'aiment pas les légumes, bon, ils vont laisser les légumes. Ah ben ça c'est sur lui. La viande, il a son viande. Ah ben ça c'est sûr. Il y a toute, justement, mais on s'est inscrit pour un plan là, justement de gaspillage. D'ailleurs c'est Josette qui va s'en occuper aussi avec Béatrice et qui vont justement être auprès des enfants pour leur montrer tout ce qui est gaspillé et pour leur faire prendre conscience que quand ils en laissent dans l'assiette, c'est pas bien quoi. Hein. Il y a tout un travail à faire, hein, effectivement. Hein. Après, quand on n'aime pas, on n'aime pas. Hein, on ne peut pas... C'est toute une éducation. Il faut prendre des poules. Des poules aux poules. Bah oui. Qui donne oui, mais on a le composteur, on a tout. Hein. On a le composteur déjà depuis 2 ans presque. Hein, oui, on a tous... Voilà. Bon, et alors, oui, un petit mot aussi sur les travaux dans l'église. Qu'est-ce qu'il y avait? La première tranche, convention de fondation du patrimoine, Nicole. 2 vitraux qui ont voilà, démarré hier. Les 2 vitraux et le sol. Et le sol qui va démarrer bientôt. Voilà. C'est la première tranche des travaux dans l'église. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Est-ce que... Oui, Éric, pardon. J'ai une question. Je suis depuis 2 ans délégué suppléant au SDER et donc je n'ai eu aucune convocation à ce syndicat. Or, le SDER, c'est quelque chose d'important. Tout à l'heure, on parlait des bornes de recharge, on parle des travaux de voirie, etc., etc. Donc, la question que je me pose, c'est est-ce que la commune de Salles-sur-Mer est encore invitée à participer à ces réunions?
Donc je ne sais pas. Alors ça, Donc, il n'y a que M. Villard qui peut nous répondre, parce que c'est lui qui est convoqué aux réunions du SDER. Il n'y a aucun problème, il y a 2 réunions depuis que cette équipe est en affaires. Il y a eu 2 réunions, j'ai été présent à la première, absent à la seconde, accusé, ça se déroulait pendant le Covid, donc et il n'y a pas eu d'autres réunions. La prochaine, je crois, est en avril. Mais vous recevez tous les comptes rendus. Le SDER nous dit, on les envoie. On a reçu aucun compte rendu. Donc c'est pas difficile. Quand un titulaire est absent, il doit demander à son suppléant. Oui, mais c'était prévu. Le SDER devait envoyer une convocation, mais voilà. Donc la mairie doit recevoir les comptes rendus, et généralement c'est les comptes rendus qui font... On ne reçoit aucun compte rendu. C'est vous qui deviez de donner le compte rendu, monsieur. La prochaine fois, je vous... Parce que vous êtes le représentant du SDER concernant la mairie, et la mairie ne reçoit absolument rien du SDER. Je leur ferai la réflexion. Mais, donc moi je souhaite être présent lorsque le titulaire n'est pas présent. C'est prévu par les textes, c'est prévu par tout le monde. Je ne serai invité que si on me propose d'y aller. Ben oui, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Très bien. Bon, la séance est... Juste une dernière question. J'ai pas le temps. La souscription des travaux de l'église, où ça en est financièrement? Oui. Où ça en est? Est-ce qu'il y a de l'argent sur 6 500 € aujourd'hui. Très bien. Donc, appel aux donateurs.